Bon, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être ici dans ce congrès Time World pour vous parler de l'énergie musicale. Alors, je suis Fabien Waxman, je suis compositeur et il paraît que je compose une musique qui est très énergétique. Ça tombe bien parce que je vais vous parler d'énergie. Mais c'est quoi une musique énergétique? Si par exemple on est d'accord, c'est plutôt énergétique. C'est communément admis comme une musique énergétique. Bon, ça, c'est la musique que j'écoutais quand j'étais ado. C'est du Metallica. J'adorais ça, justement parce que il me semblait que c'était une musique pleine d'énergie. On peut se poser la question, c'est quoi les composants de l'énergie musicale? Et si on décortique un peu, alors pour reprendre les mots d'Hervé Platel, qui est un neuroscientifique qui a bien étudié la question, la musique, c'est une expérience sensorielle vibratoire. La musique, c'est du son, donc il y a une vibration. C'est une expérience sensorielle que l'on ressent. Donc tout le monde vivra, quelle que soit la musique, une expérience sensorielle vibratoire. Cependant, d'une musique à l'autre, il y a plein de choses qui vont changer. Ce qu'on pourrait appeler des paramètres variables. Alors du plus perceptible au moins perceptible, je vous fais une petite liste. Alors, il y a le volume, ben, je ne peux pas trop le régler, mais plus fort, plus c'est fort, plus c'est censé être énergétique, moins fort, moins énergétique. La pulsation, quand ça va très vite, c'est censé être plus énergétique a priori. Moins vite, moins énergétique. Alors, le paramètre de la mélodie c'est ce que vous avez envie de chanter quand vous écoutez une musique. Selon la manière dont la mélodie est construite, le nombre de mélodies, on pourrait dire que le type d'énergie n'est pas le même et il peut y avoir plus ou moins d'énergie. L'harmonie. L'harmonie, c'est l'enchaînement des accords en musique. Suivant la manière dont les choses s'enchaînent, justement, peut-être qu'il peut y avoir plus ou moins d'énergie. Ensuite, ce qu'on appelle le timbre, c'est-à-dire le grain du son, par exemple en musique électronique, ou les couleurs de l'orchestre, ça participe à l'énergie de la musique. Et enfin, le plus complexe à percevoir, l'architecture globale de la musique, la composition elle-même, qu'ici elle est efficace, participera grandement au ressenti de l'énergie musicale. Alors on pourrait faire un petit test avec une musique qui va être, on va mettre les curseurs au maximum, donc surtout, je ne vais pas mettre trop fort, mais grosse pulsation, beaucoup de mélodies, une harmonie complexe, plein de couleurs orchestrales. Est-ce que vous allez ressentir ça comme quelque chose d'hyper énergétique? Alors cette pièce s'appelle Platonic Games, c'est une pièce que j'ai composée pour l'Orchestre National de France. Et les images que vous voyez, c'est les images du grand collisionneur de Hadron. C'est un hommage en fait au physicien des particules, c'était juste avant qu'il ne découvre le boson de Higgs. Et donc la pulsation est très rapide, il y a énormément de mélodies différentes. Bon, là le volume, on ne peut pas trop le régler. L'harmonie est complexe, il y a plein de couleurs orchestrales, donc c'est censé être une musique très énergétique. Donc faisons l'expérience avec une musique qui, elle, devrait être plus lente, donc moins énergétique. Living alone, I think of all the friends I've known. But when I dial the telephone, nobody's home.
coupe. C'est dur, je sais. Alors, bon, l'harmonie est plus simple, la mélodie, il y en a moins, les couleurs sont moins nombreuses et la pulsation est beaucoup plus lente. Est-ce que vous me diriez cependant que cette musique n'a pas d'énergie? En tout cas, je ne pense pas. On pourrait plutôt, quand on parle d'énergie musicale, parler non pas de quantité, mais de qualité d'énergie. C'est-à-dire que le message énergétique qui nous est transmis n'est pas le même. L'émotion qui nous est transmise n'est pas du tout la même. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins bien ou qu'il y en a plus ou moins. En tout cas, cette chanson-là, bien qu'elle soit lente, elle nous transmet un message très fort. Et la musique a aussi ce pouvoir de créer en nous des images intérieures. C'est ce qu'on va voir avec ce petit morceau. On va faire une petite expérience. C'est une pièce de Guillaume Connaisson qui est un de mes compositeurs vivants favoris. Et je ne vous donne pas le titre exprès et je vous laisse imaginer comme une sorte de film intérieur les images qui vous viennent. C'est sombre, c'est oppressant. J'ai fait exprès de ne pas vous donner le titre parce qu'il est trop évocateur. Les cités de Lovecraft. Si vous connaissez un petit peu l'univers de Lovecraft, c'est un univers donc très sombre, fantastique, presque horrifique. Et là, je vous ai mis une image qui se rapproche de ce que la musique m'évoque. Donc, quelque chose en noir et blanc. Il manque, à mon sens, une architecture un peu folle, typiquement Lovecraft. Mais il y a quand même quelque chose d'incroyable dans la musique, c'est que ça a beau être un art sonore, elle arrive à faire jaillir en nous des images. C'est une énergie quand même qui est formidable. Et comment est-ce que cette énergie circule? C'est rare qu'une énergie elle reste en place, elle ne bouge pas. Là, dans la pièce qu'on a entendue, c'est une pièce qui est pour orchestre. Donc là, la musique, elle naît tout d'abord de la personne qui va composer. Donc là, dans la pièce qu'on a entendue, c'est Guillaume Connaisson. Comme il y a un orchestre, souvent il y a un chef d'orchestre. Donc on pourrait dire que la musique, son énergie va être transmise d'abord au chef d'orchestre qui va s'approprier cette musique, qui va ensuite la transmettre cette énergie au mieux aux musiciens. Donc là, c'est un orchestre qui eux-mêmes vont transmettre de la meilleure manière possible cette énergie au public qui, s'il est réceptif, et on espère qu'il l'est, va lui-même transmettre de l'énergie, que ce soit au chef d'orchestre, aux interprètes, et s'il est vivant et présent dans la salle, au compositeur, car il arrive de temps en temps qu'un compositeur soit vivant. Et on va faire une petite expérience avec un compositeur mort, Verdi. Le Dies Irae du Requiem de Verdi. Alors dans cette vidéo, c'est le rôle du chef d'orchestre que je trouve très intéressant. C'est un chef d'orchestre très expressif, Yannick Nézet-Séguin. Et vous allez voir, on a l'impression les gestes du chef. À un moment, on a l'impression qu'il tient quelque chose. Après, paf, on a l'impression qu'il coupe quelque chose, qu'il jette quelque chose. Pourtant, la musique, a priori, c'est invisible, c'est impalpable. Qu'est-ce qu'il tient en fait dans les mains? Qu'est-ce qu'il jette comme ça? C'est une sorte de fluide énergétique. On ne sait pas exactement ce que c'est. En fait, la musique, c'est ce mystère-là, c'est qu'on ne peut pas la saisir en fait. Et ça n'empêche que le chef d'orchestre,
que vous venez de voir, il canalise l'énergie, il la redistribue. Là, il y a un énorme chœur, il y a un énorme orchestre, donc il distribue donc, cette énergie là où il faut, et après les interprètes la redistribuent au public, c'est-à-dire à vous, qui, comme vous êtes heureux, vous redistribuez de l'énergie au chef d'orchestre et aux musiciens. Alors, je voudrais m'attarder un petit peu sur le rôle des interprètes. Là, on a vu qu'il y avait un chœur, le chœur donc chante, et les musiciens, eux, ils ont des instruments. Ce qui veut dire que dans le circuit de l'énergie musicale, le rôle des instruments, c'est un rouage très important. On tient un violon, par exemple, on tient un piano, une guitare, et c'est comme si on avait un médium qui va nous permettre d'exprimer au mieux l'énergie de la musique. Donc le rapport entre l'interprète et son instrument, c'est un rapport très fusionnel, presque charnel, et le but est de transmettre l'énergie la plus qualitative, l'émotion la plus juste aux auditeurs. Là, je vais vous passer, pour prendre un exemple qui me paraît intéressant, c'est une de mes pièces qui s'appelle Carcere Oscura, qui a comme particularité sur cette vidéo d'avoir été filmée au plus près des instruments. On a l'impression d'être dedans, pour que vous sentiez au mieux l'impact. Ça va être le Quatuor Hanson qui va jouer, avec Édouard Maquerez à la contrebasse, Félicien Bru à l'accordéon, et on va être presque à leur place. Je ne vous ai pas menti quand je vous disais que je faisais une musique énergétique. Et là, vous voyez, là, on voit magnifiquement bien les doigts de l'accordéoniste. On a vraiment l'impression d'être à sa place. Et on se rend compte que les musiciens ont un impact presque physique, en fait, sur les auditeurs. Il y a déjà un geste physique du jouer la musique, le rôle du corps, dans le but de faire circuler et de générer une énergie qui soit la plus juste et l'émotion la plus parfaite possible. Alors, depuis tout à l'heure, je parle d'émotion et d'énergie, mais posons-nous la question, comment nous, les humains, on ressent l'énergie musicale, c'est-à-dire l'émotion qu'elle nous transmet. Alors, il faut savoir qu'écouter la musique, c'est une expérience qui, pour le cerveau, est une expérience assez complexe et complète. Il y a pas mal de zones du cerveau qui sont sollicitées quand on écoute de la musique. D'autant plus quand on l'écoute activement. Et ceci parce que l'écoute de la musique fait intervenir plusieurs circuits cérébraux. Évidemment le circuit auditif, puisque la musique on l'entend. Il y a le circuit de la perception, le circuit de la motricité. Il ne vous aura pas échappé que quand on écoute une musique qui est un peu entraînante, on a envie de danser. Il y a le circuit de la mémoire. Ah, je me souviens de cette musique-là, ou je me souviens d'avoir entendu ce thème-là il y a 2 minutes. Ah, il le remet, le compositeur. Et le circuit visuel dont on a parlé tout à l'heure, parce qu'on peut imaginer par la musique comme une sorte de film intérieur, il y a des images qui nous viennent. Et un dernier circuit vraiment très important qui stimule le cerveau, c'est le circuit de la récompense. Le circuit du plaisir. On peut comparer l'expérience de l'écoute de la musique à celle qu'on pourrait avoir, par exemple, si vous mangez un plat extrêmement bon. Là, le circuit de la récompense se met en place. Ou, par exemple, si vous voyez un ami que vous n'avez pas eu depuis longtemps et que vous aimez beaucoup, circuit de la récompense. Ou après un acte sexuel réussi, de préférence. Et là, circuit de la récompense. Et il y a une expérience de plaisir qui est très puissante. Donc c'est là qu'on se rend compte à quel point l'énergie de la musique, c'est une énergie
qui fait intervenir vraiment énormément de zones cérébrales, et c'est une expérience assez complexe. Et ce ressenti énergétique, ce ressenti des émotions n'est pas égal suivant la musique que l'on écoute et suivant en fait le bagage de chacun. En fait, cela dépend déjà du fait d'avoir été sensibilisé ou pas à la musique. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quelqu'un qui a travaillé la musique, qui a appris la musique, a priori devrait être plus sensible à l'art musical, et donc les émotions ressenties devraient être décuplées. Pour ma part, j'ai l'impression que chaque jour qui passe, j'aime toujours plus la musique, elle me fait toujours plus d'effet. Et encore plus important certainement, notre bagage culturel compte beaucoup. On n'écoute pas la même chose ici en France et dans une zone reculée d'Indonésie. Si je vous fais écouter par exemple un chœur d'hommes issus de la communauté Toraja d'Indonésie, peut-être ça vous plaira, mais vous serez peut-être dérouté, et il semblerait logique que des personnes qui font partie de cette communauté Toraja, qui sont donc beaucoup plus habituées et à la chanter et à l'écouter, ils soient plus sensibles, parce qu'ils ont plus des clés d'écoute. Cependant, quelles que soient les zones géographiques, quelle que soit la musique, les humains sont sensibles à cet art. Et donc, tous les circuits cérébraux dont j'ai parlé seront sollicités. Ce qui permet à la musique d'avoir de créer des sortes de super pouvoirs. Déjà, une musique, ça peut s'accorder à nos émotions intérieures. Vous pouvez choisir d'écouter une musique qui possède telle ou telle qualité énergétique, telle ou telle émotion. Imaginons que là, vous êtes triste et vous avez vraiment besoin de pleurer pour vous sentir mieux, vous allez écouter une musique justement qui va être en rapport avec ça. Si vous avez envie d'avoir votre petite séance de yoga, vous allez écouter une musique en rapport avec cela. Si vous voulez faire votre ménage de printemps, ben vous allez mettre une musique un peu entraînante. Donc ça s'accorde vraiment à nos émotions, et ça se révèle extrêmement efficace, notamment pour faire baisser le stress. Ça a été notamment étudié pendant la triste période du confinement du Covid, vous vous souvenez, je suppose. Et mieux que les apéros Zoom, mieux que les séries Netflix, il semblerait que le remède le plus efficace contre le stress causé par ces confinements et par toutes ces horribles nouvelles qui nous arrivaient, c'était la musique. La musique, elle nous permet, telle une présence, de nous sentir moins seuls. On a comme un ami avec nous, on a la musique. Pour ma part, j'écoute pas beaucoup de musique. Il y a des gens, ils en écoutent tout le temps parce qu'ils, comme ça justement, quand on souffre de solitude, on se sent moins seul. Moi, j'en écoute peu parce que, en fait, depuis l'enfance, j'en ai tout le temps dans la tête. En fait, c'est comme si j'avais un disque sans arrêt avec moi. Et sans aucun doute, certainement que ça s'est créé pour lutter contre un sentiment de solitude et avoir une amie, ma meilleure amie, pour toujours avec moi. La musique, elle permet également de nous stabiliser émotionnellement. Imaginons que vous ressentiez des émotions extrêmement négatives. Qu'est-ce que vous allez en faire? C'est pas facile de gérer ces émotions négatives. En ce qui me concerne, moi j'ai la chance de pouvoir mettre mes émotions négatives dans ma musique. Donc la colère, la haine, la tristesse, tout ça peut passer dans la musique plutôt que sur mes proches par exemple. Et mes proches sont plutôt contents que je mette ça dans la musique plutôt que sur eux. Donc la musique a un pouvoir exutoire. On va hurler avec la musique par exemple quand on est très en colère. Et ça permet même de créer des thérapies. Vous avez certainement entendu parler de la musicothérapie. Et du fait aussi que la musique stimule énormément de zones cérébrales, on s'en sert notamment auprès de patients atteints de la maladie d'Alzheimer pour stimuler le cerveau. Et plus incroyable encore, peut-être, la musique permet d'améliorer les capacités sportives. Vous avez déjà remarqué, les gens qui courent, ils ont souvent des écouteurs. Et à tel point qu'il y a des compétitions sportives où la musique est interdite, parce que ça améliore les performances. Donc vous avez un boost corporel, un boost physique par la musique. Boost physique et boost de l'esprit aussi.
nous, les êtres humains, on est à la recherche d'une transcendance. C'est une des caractéristiques des êtres humains. Cette recherche de transcendance se fait le plus souvent à l'aide de la musique. C'est rare qu'on fasse ça dans le silence. Je ne dis pas que ça n'arrive jamais, mais très souvent, cela se fait avec de la musique. Si vous tapez dans un moteur de recherche musique, énergie, la thématique de la conférence, vous allez tomber sur plein de vidéos qui vont vous parler de la recherche de l'énergie positive, de la musique du bien-être, tout le pan de développement personnel qui s'est emparé de tout ça. C'est une forme de recherche de transcendance, mais plus généralement, tout ce qui est en rapport avec le rituel et la recherche du divin se fait le plus souvent en musique. Alors, je vais vous faire écouter un petit exemple. Je vous ai parlé tout à l'heure d'un chœur d'hommes issus de la population Toraja d'Indonésie. Eh bien, je vais vous le faire écouter. Alors ce chœur, il est en rapport avec une cérémonie liée au soleil levant et la régénération. Donc là, on est clairement dans un rituel lié à la transcendance. Il ne vous aura pas échappé aussi que beaucoup de rituels sont en rapport avec le corps et l'âme. Accompagné par les tambours du Kouroussa de Nouvelle-Guinée. Et donc, le circuit de la motricité, dont j'ai parlé tout à l'heure, est ici mis en évidence grâce à la musique. Pourquoi ça fonctionne aussi bien? Parce que la musique, son énergie est comparable à celle du langage verbal. De même que le langage verbal, la musique possède une grammaire, une syntaxe, véhicule des émotions. Peut-être même qu'elle est encore plus évidente, c'est un langage encore plus évident, naturel que le langage verbal, puisqu'on peut l'employer même avec des personnes qui ne parlent pas encore, comme des bébés, par exemple. Qu'on apporte à l'enfant des ondes bienfaisantes, une énergie bienfaisante par la musique avant même qu'il ne sache parler. C'est comme si c'était quelque chose d'intuitif. C'est un outil de communication, la musique, l'énergie musicale, qui est extraordinaire, même peut-être l'outil de communication universelle si on suit l'exemple de Steven Spielberg dans cette scène. Connu Rencontre du troisième type, la fameuse scène sur la musique de John Williams de rencontre avec les extraterrestres, où la musique fait office d'outil de communication bien plus que le langage verbal. On communique par la musique et c'est le pont le plus absolu qui soit vers autrui, et là autrui étant carrément des extraterrestres. Donc la musique, du fait que ce soit un magnifique outil de communication, elle permet de renforcer les liens sociaux et l'organisation. Là, sur ces photos, par exemple, on voit un orchestre de jeunes, là, un orchestre de tambour typiquement japonais. Cela permet de créer du lien entre les gens, de créer une organisation, parce que le concert est une forme de rituel. On peut aussi parler des expériences de partage, comme sur ce concert de Queen à Wembley qui a réuni des milliers et des milliers de personnes qui semblaient vivre une expérience commune. Et ce sont des choses qui ont été même étudiées, de faire écouter à des personnes les mêmes musiques, et on regarde comment ça se passe au niveau cérébral, on a l'impression que leur cerveau semble s'accorder.
comme si partager la musique, c'est une expérience d'empathie, une expérience de fraternité. Alors, est-ce que la musique serait une énergie qui serait universelle? Alors, je ne sais pas si elle est universelle, mais elle est fondamentalement humaine. Il n'existe pas de sociétés humaines qui ne sont pas musicales. Une société humaine qui serait amusicale, est-ce qu'elle serait encore humaine, en fait? Est-ce que ce ne serait pas ôter une part fondamentale de notre humanité que d'enlever la musique? Il y a une phrase très belle d'Emmanuel Bigan, qui est un chercheur en psychologie cognitive, qui dit « L'enfant naît musical et le vieillard meurt musical ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avant même de savoir parler, on est sensible à la musique. Et après même avoir perdu l'usage de la parole, on est encore sensible à la musique. Donc l'énergie de la musique, c'est quelque chose qui va même au-delà du langage verbal. Alors, on dit souvent que la musique adoucit les mœurs. Et je voudrais vous montrer une petite vidéo qui, je pense, est assez parlante en ce sens. Il s'agit d'une vidéo de l'ouverture des Noces de Figaro de Mozart, une musique magnifique, jouée par un orchestre très particulier dont je vous parle juste après. Alors, le monsieur que vous voyez là s'appelle Daniel Barenboim. C'est un grand chef d'orchestre et il a eu cette merveilleuse idée de créer un orchestre qui s'appelle le West Eastern Divan Orchestra, composé exclusivement de musiciens israéliens et arabes palestiniens qui jouent côte à côte la même musique, les mêmes partitions. Alors, est-ce que la musique sera l'énergie qui va réconcilier les peuples? Je ne sais pas. Mais ce qui est certain, c'est que, comme le montre cet exemple, la musique, son énergie, peut transcender la haine, peut se montrer bien plus puissante que des conflits qui paraissent pourtant insolubles, parce que c'est une énergie qui nous réunit, c'est l'énergie du lien, une énergie qui fait qu'on vibre ensemble et qui fait de nous ce que nous sommes, c'est-à-dire des êtres humains. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur Fabien Waxman, pour cette très belle présentation, très agréable à écouter. La question que vous étiez posée était quelles sont les différentes natures de l'énergie musicale, et vous avez tout de suite traduit ça dans votre première slide par quels sont les effets produits sur l'être humain par la musique. Et vous êtes parti d'une forme d'intuition très commune, du sens commun, à savoir qu'il y a des musiques qui avaient une énergie plus que d'autres. Par exemple, la musique de Metallica que vous avez fait écouter au début. Et votre démarche a consisté, de manière très pédagogique, à essayer de nous faire capturer ce qu'était cette énergie musicale. Donc, essayer de mieux cerner cette expérience commune. D'abord en proposant des variables. Par exemple, on pourrait penser que l'énergie musicale, c'est quelque chose qui a trait au volume, à la pulsation, à la mélodie ou encore à l'harmonie. C'est ce qui est censé être une musique qui a beaucoup d'énergie dans l'intuition commune. Et à partir de là, vous avez voulu, j'ai l'impression, raffiner cette intuition commune, en montrant que l'énergie de la musique était finalement quelque chose de bien plus complexe. Donc vous avez proposé une de vos propres compositions pour montrer quelle serait une musique qui a de l'énergie, mais ensuite vous avez voulu nous amener au cœur du problème en montrant qu'il y a des musiques, ce que vous avez appelé des expériences de musique lente, qui avaient pourtant une incroyable énergie. Il fallait donc raffiner cette première conception pour arriver vers quelque chose de plus complexe. Donc comment saisir cette énergie qui n'est pas simplement le fait de mettre la musique forte ou d'avoir un rythme entraînant? Et à partir de là, vous avez voulu essayer de nous faire prendre conscience de quelque chose de plus complexe situé dans la musique, en montrant notamment le rôle du chef d'orchestre ou encore des instrumentistes dans la transmission de cette énergie musicale, en montrant qu'il y a quelque chose de plus complexe qui se jouait là. Vous avez tenu donc à montrer tout ce qui contribue à saisir l'énergie la plus juste d'une musique, en soulignant notamment la richesse de l'expérience musicale,
richesse qui peut être liée donc, à beaucoup de facteurs, également des facteurs culturels, comme vous avez voulu le souligner, mais vous avez également souligné que par-delà la diversité culturelle des expériences musicales, il y avait très certainement quelque chose comme une énergie musicale qui était universelle, qui transcendait ces distinctions. Ce qui fait que dans la dernière partie de votre présentation, vous avez voulu nous faire pointer du doigt quelles étaient les vertus propres à la musique qui avaient trait à ce caractère d'universalité. Puisque la musique a un grand nombre de vertus, une vertu de faire ressentir une présence, de soulager le stress, de pouvoir servir d'exutoire, et ainsi, au-delà des clivages culturels, il y aurait quelque chose qui serait profondément unificateur dans la musique, et vous avez voulu terminer sur une note extrêmement optimiste, qui est très belle, à savoir que la musique serait peut-être un pont entre les peuples, puisqu'il s'agit d'un langage qui est à la fois extrêmement complexe, qui suppose une grammaire et une syntaxe, qui a des règles évidemment, qui dépendent de certaines pratiques, mais en deçà, il s'agit de quelque chose qui est non-verbal et qui donc peut se transmettre beaucoup plus facilement entre des êtres humains, comme en témoigne par exemple l'expérience de la berceuse. Merci beaucoup.